Alors, très bien, bah bonjour. Donc l'idée, c'est justement de vous faire profiter un peu de ces expériences. En tant qu'entrepreneur, vous avez forcément un certain nombre de questions, donc si je peux y répondre, ce sera volontiers. Et si ça peut vous être utile, ce sera encore mieux. Donc moi, je suis contrôleur de gestion de formation. Donc j'ai commencé ma carrière en tant que contrôleur de gestion dans le vin, donc à la Société des vins de France, qui à l'époque était le premier négociant européen en vin de table. À l'époque, on buvait beaucoup de vin encore en France, donc il y avait de gros volumes en vin de table. Et j'ai développé le contrôle de gestion pendant 8 ans au sein de cette structure, de cette organisation qui était quand même assez importante, avec des établissements un peu partout en France et des établissements relativement autonomes avant que Pernod Ricard ne vienne en tant qu'actionnaire et décide de restructurer, de centraliser, de développer une politique de marque, notamment au sein de l'entreprise. Et là, j'ai développé véritablement le contrôle de gestion, j'en suis devenu le directeur. Donc, j'y suis resté, comme je vous l'ai dit, 8 ans. J'ai rejoint ensuite le groupe Yves Rocher, où j'ai dirigé le contrôle de gestion d'Yves Rocher France pendant 6 ans. Donc Yves Rocher, je pense que vous connaissez tous, hein, c'est à la fois un réseau de franchises, de magasins, de boutiques, et un réseau de vente à distance, de vente par correspondance à l'époque, et puis maintenant Internet. Et donc je dirigeais le contrôle de gestion des deux réseaux, de l'ensemble de l'entité. Et j'ai également piloté plusieurs projets. D'abord le projet de mise en place de terminaux points de vente dans toute la chaîne de magasins, de façon à mieux suivre ce qui s'y passait et mieux maîtriser la gestion de la société. Et puis, dans un deuxième temps, je suis devenu aussi le directeur d'une société d'investissement qui a consisté à reprendre des pas de porte, des emplacements stratégiques en France pour garantir à Yves Rocher la possibilité de conserver ces emplacements et de ne pas perdre de business, puisque à l'époque, certaines franchisées décidaient de vendre leurs emplacements en pas de porte plutôt qu'en fonds de commerce. Je ne sais pas si vous faites la distinction entre fonds de commerce et pas de porte. Pour ceux qui ne le comprendraient pas, vous achetez un emplacement, vous achetez un pas de porte, un magasin vide qui n'avait pas d'activité, par exemple, et puis vous décidez de devenir franchisé d'Yves Rocher, et vous allez développer le commerce, vous allez développer la clientèle, vous allez mettre en place un certain nombre de choses dans votre boutique, et vous donner de la valeur, vous allez mettre en place des stocks, vous allez mettre en place de la notoriété, et du coup, ce qui était au départ qu'un emplacement, donc ce qu'on appelle un pas de porte, devient un fonds de commerce avec une valeur en principe supérieure, quand tout se passe bien, à cet emplacement, puisque vous l'avez valorisé à travers l'activité que vous pouviez être amené à développer. Il se trouve qu'à l'époque, les emplacements dits stratégiques, c'est sans doute toujours un peu le cas dans certains cas, devenaient extrêmement valorisés et valorisants pour des gens qui voulaient absolument s'implanter à cet endroit-là, dans cette ville-là, dans cette rue-là. Et du coup, certaines franchisées, plutôt que de céder leur commerce à une autre franchisée, à quelqu'un qui reproduisait la même activité, décidaient de le vendre à quelqu'un qui était prêt à le payer plus cher pour faire tout à fait autre chose. Et donc, ça pouvait générer une perte d'activité importante pour le groupe Yves Rocher. Du coup, on m'a demandé de créer une société d'investissement qui avait pour vocation de racheter ces emplacements, de mettre en place des gérantes, d'en faire d'ailleurs des magasins pilotes pour justement expérimenter un certain nombre de choses. Et j'étais donc en charge de développer cette chaîne de magasins en fonds propres qui, à l'époque, faisait 47, une petite cinquantaine de boutiques un peu partout en France. Voilà. Alors, ensuite, j'ai eu une opportunité. Donc là, je suis resté au sein d'Yves Rocher, aussi bien à Paris d'ailleurs qu'à Rennes, pendant un peu plus de 6 ans. J'ai eu l'opportunité de rejoindre un groupe industriel. Donc c'est tout à fait différent. J'avais connu la grande consommation, les produits liquides, qu'ils soient de beauté ou de vin ou viticole.
Et là, j'ai rejoint un groupe industriel qui faisait des alliages au manganèse. Alors là, c'est pareil, je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut être. Ce sont des alliages qui sont faits dans des hauts fourneaux à partir du manganèse, donc d'une matière première qui est un minerai qu'on transforme pour faire des produits qui servent à solidifier les aciers. Donc l'industrie automobile les utilise beaucoup, notamment, mais d'autres industries. C'est quelque chose qui est assez utile. Et là, en l'occurrence, il y avait en France, alors le groupe, c'est un groupe italien qui faisait à la fois du ferromanganèse, de la fonderie en Italie et de la production d'énergie électrique. Il se trouve que c'est en France qu'on m'a sollicité, qu'on m'a recruté pour mettre un peu d'ordre dans la société française qui produisait ce ferromanganèse et qui était à Boulogne-sur-Mer, qu'il produisait à travers des hauts fourneaux qui, à l'époque, étaient, pour ceux qui connaissent, sur la plage de Boulogne-sur-Mer et qui aujourd'hui ont disparu. Et on m'a demandé d'intervenir pour notamment m'occuper de toute la partie système d'information, gestion, finance, RH, logistique, en support du directeur de la filiale qui était un industriel et vraiment un technicien producteur. Voilà. Donc j'ai eu pour mission de seconder le directeur France et de mettre en place un peu une organisation et des systèmes de gestion et d'information, voire même des systèmes de motivation aussi pour les équipes de terrain et industrielles de production, pour qu'ils soient peut-être dans certains cas un peu plus efficaces. Et donc je suis resté au sein de ce groupe 6 ans, mais non seulement j'ai travaillé à ce niveau-là pour toutes ces fonctions-là, mais j'ai aussi été responsable d'un projet de mise en place d'une usine de transformation du manganèse au Gabon, parallèlement à ces activités-là, parce que l'idée du groupe à l'époque, c'était plutôt que d'exploiter simplement le minerai du Gabon et ne pas créer de richesse sur place, c'était de se dire, ça nous coûterait d'ailleurs probablement moins cher de produire le ferromanganèse transformé au Gabon, et en plus ça donnerait de la richesse au pays. Donc je me suis pendant un certain temps beaucoup investi au Gabon pour créer cette usine qui était relativement complexe à concevoir, parce que pour produire du ferromanganèse, il faut des hauts fourneaux, mais il faut de l'énergie évidemment électrique, donc il faut des barrages suffisants pour la produire. Enfin, donc c'est assez complexe. Il se trouve que c'était un projet très politique aussi, parce qu'au Gabon, il y avait déjà des mineurs en place, il y avait déjà des gens qui ne voyaient pas forcément d'un très bon œil le fait qu'on vienne les concurrencer. Et donc, après moult efforts, finalement, ce projet n'a pas abouti. Et on a dû y renoncer pour des raisons purement politiques, puisque à l'époque, notamment la Société Générale Électrique, la CGE de l'époque, nous avait mis pas mal de bâtons dans les roues. Ils ne voulaient pas perdre l'exclusivité de la distribution de l'énergie, et donc c'était vraiment problématique. Donc je suis rentré et j'ai décidé de faire autre chose, parce que je considérais que je commençais à m'ennuyer. Donc c'est quelque chose qui marque un peu ma carrière et mon évolution, c'est que quand je m'ennuie, j'ai envie de changer. Alors, tu avais quel âge? Oh là là, alors là, il faut que si on fait 8 plus Il faut 6... voir aussi les différences de taille de société, parce que la Société des Vins de France faisait combien de chiffre d'affaires? Elle faisait à peu près 1 milliard. À l'époque, c'était des francs, hein. Ouais. Mais c'était 1,6 milliard, un truc comme ça. Yves Rocher? Yves Rocher, ça fait une dizaine de milliards. Et Carlo Non, Tassara? mais là, c'est plus des francs, là. Là, c'était en euros. Et Ça Carlo fait- Tassara? Et, Le jeu de la société s'appelle Carlo et Tassara. Carlo Tassara, ça fait... 2000? oui, c'est ça, à peu près. Enfin, Ok. Donc, c'est- Georges travaillait dans des sociétés ont un chiffre d'affaires en milliards. Et là, donc, à quel âge tu as décidé de changer Et donc là, comme je m'ennuyais, que je voyais plus trop de quoi m'occuper au sein du groupe, j'avais envie de faire autre chose, donc je suis parti. Et là, je suis parti, effectivement. J'avais envie d'être entrepreneur. J'ai racheté une laiterie en Touraine avec un de mes amis.
que j'ai reprise à la barre du tribunal. Alors pourquoi d'ailleurs une laiterie? Parce qu'en fait j'avais beaucoup aimé le vin. Bon, je pense que je ne suis pas seul, le seul, mais j'avais aimé le terroir, la relation avec les producteurs. Enfin, il y avait toutes sortes de choses qui me plaisaient bien dans ce contexte-là. Et j'étais assez séduit par le fait de travailler dans ce domaine-là, dans le domaine du terroir, de me rapprocher un peu des producteurs. Et on a eu l'opportunité de reprendre cette laiterie, où là, moi, j'étais plutôt en charge du commerce, du développement commercial et de la gestion, et mon associé plutôt de la partie technique de la production. Euh, alors pourquoi on a racheté cette entreprise? Parce qu'elle avait été créée quelques années plus tôt par un type qui effectivement est un Suisse, qui avait un procédé pour pour produire des yaourts qui était vraiment excellent, qui avait commencé un peu à percer sur le marché, mais qui avait confondu son portefeuille avec la caisse de l'entreprise, et qui confondait un peu les deux, et qui du coup s'est retrouvé en grosse difficulté au tribunal en ayant un peu tout mélangé. Et donc il avait un excellent produit, il avait des clients très attachés au produit, mais malheureusement il était dans l'incapacité de continuer, et donc la boîte était en dépôt de bilan. Et nous, le produit nous a beaucoup intéressés. On s'est dit qu'il y avait moyen de le valoriser, parce que l'alimentaire, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent dans l'alimentaire ou pas du tout, mais l'alimentaire, la difficulté, c'est les marges, souvent. Et donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir toujours donner de la valeur à ces produits pour les valoriser. Ça, c'est vrai dans tous les domaines et dans tous les métiers. C'est ce que je dis à tous mes clients. Ce qu'il faut, c'est se différencier et surtout apporter vraiment de la valeur pour que les gens soient prêts à payer éventuellement un peu plus cher pour avoir le bon produit ou avoir un avantage particulier. Et donc c'était le cas. Donc on a repris l'affaire qui faisait moins d'1 million de francs, quelque chose comme ça. Donc là c'était vraiment petit quand on a repris. C'était même peut-être de genre 200 ou 300 000. On repartait de zéro. Hein. Il a fallu tout reprendre, tout recréer, tout relancer. Et ça s'est relativement, même si ça n'était pas évident au départ, parce qu'il fallait reconvaincre les clients qui entre-temps avaient éventuellement changé de produit, de fournisseur, de revenir, et puis de relancer tout ça pour que ça nous permette d'atteindre une taille quand même assez critique. Donc ça s'est plutôt bien passé, si ce n'est qu'au bout de 2 ans, et ça c'est un phénomène qui est relativement classique, on a eu un peu de divergence de vue avec mon associé. Vous pouvez me poser des questions, hein, parce que je ne vais pas faire un monologue. Vous pouvez réagir. Je ne vais pas forcément faire un monologue pendant 1 heure et demie. Ça va vous laisser. Mais pour la laiterie, pour comment dire, la faire redécoller, vous avez investi de l'argent ou c'était juste en reprenant Non, on a investi, on a dû recruter quelques personnes. On a investi effectivement dans l'outil pour l'optimiser. On a d'ailleurs été confronté à plein de difficultés que rencontrent les petites entreprises et qui m'ont servi par la suite, je vous dirai pourquoi. Parce que quand vous êtes un petit producteur et que vous voulez par exemple changer votre outillage de production, votre chaîne, vous adressez à des fournisseurs qui ont l'habitude, quand ils sont très bons, de travailler avec des grosses entreprises et ils ont du mal à vous prendre au sérieux, voire même à vous répondre dans certains cas. Et si on n'avait pas été issu d'entreprises beaucoup plus importantes, je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal même à transformer comme on le souhaitait. Donc ça montre la difficulté quand on est petit d'avoir les bons contacts, d'être suffisamment crédible pour qu'on nous réponde, pour qu'on attache de l'importance à notre demande, pour effectivement avoir la crédibilité suffisante. Mais c'est vrai avec des fournisseurs, mais c'est vrai, on parlait tout à l'heure avec les banques, c'est vrai avec toutes sortes d'intermédiaires, malheureusement. C'est très compliqué quand on démarre et qu'on n'a pas derrière soi un peu d'expérience ou un peu de réseau. Donc il faut s'appuyer, c'est d'où l'intérêt d'ailleurs d'être ici, c'est aussi de profiter du réseau et de l'expérience des uns et des autres. Ceci dit, donc on a transformé, on a renforcé un petit peu l'équipe et puis on a surtout refait du commerce. Vous n'avez pas eu besoin de licencier ou ce genre de choses Il y avait quasiment plus personne. Ouais,
Donc, on a conservé les personnes qui nous semblaient intéressantes et qui étaient parties depuis peu de temps ou en cours de départ. Et puis, on s'est séparé de celles qui, manifestement, n'étaient pas excellentes. Puis, on est reparti comme ça. Mais il a fallu, par exemple, une autre complication, quand vous êtes dans la laiterie et vous produisez des yaourts, il faut trouver du lait. Et je peux vous garantir que c'est très compliqué, quand vous êtes petit, de trouver du lait. Parce que comme vous l'avez entendu à travers les informations qu'on nous distille, les gens qui sont des producteurs de lait, ils ont des contrats avec la grande distribution notamment. Ils sont tenus, ils ont des engagements pour pouvoir s'en sortir à distribuer leur lait de façon quasiment systématique à certains clients. Et le petit qui a besoin de volume relativement petit a beaucoup de mal à trouver un fournisseur qui daigne le servir. Donc ça aussi, ça concourt à la difficulté du sujet. Quoi qu'il en soit, donc, au bout de 2 ans, on a eu quelques difficultés entre associés, parce que ça restait une entreprise petite et que moi j'avais envie que ça grandisse beaucoup plus vite, notamment pour des questions de revenus, hein, et que donc j'avais l'ambition de développer des gammes de produits, de racheter peut-être d'autres entreprises, etc. Ce qui n'était pas le cas à l'époque de mon associé qui, lui, avait d'autres activités, d'autres revenus et qui ne souhaitait pas investir davantage ou prendre davantage de risques. Donc je lui ai cédé mes parts et j'ai pendant un certain temps travaillé sur un projet qui au final n'aura pas abouti, mais qui était de rester dans le terroir et qui se rapproche assez bien de ce que j'ai fait, de ce que je fais maintenant dans le coaching. Et l'idée étant qu'il y a plein de petits producteurs de terroir en France aujourd'hui qui ont du potentiel, mais qui sont très seuls pour développer leur activité. Et que, comme je vous le disais, quand on est producteur, qu'on est seul et qu'on doit s'occuper de sa production, s'occuper des investissements, du financement, de la distribution, de la commercialisation, de la promotion, c'est extrêmement difficile. Donc, fort de cette expérience, l'idée que j'ai eue, c'est de me dire qu'il y avait quelque chose à faire en sélectionnant des producteurs de terroir de haut niveau, avec le potentiel, et de les représenter, de les distribuer, notamment dans des agglomérations où il y a des gens en demande de bons produits. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Hein. C'était déjà sans doute un peu trop tôt quand je l'ai fait, mais c'est encore plus vrai. Les gens sont à la recherche de produits qu'ils ne trouvent pas habituellement dans leur commerce et sont prêts à payer justement peut-être un peu plus cher s'ils sont sûrs de la qualité du produit, aussi bien gustatif que on va dire, du produit proprement dit. Et donc, l'idée, c'était de devenir finalement les représentants, les distributeurs de ces producteurs sélectionnés. Donc, pendant 2 ans, j'ai travaillé sur ce projet. J'ai convaincu très facilement les producteurs. Je pensais que ce serait le plus dur. En réalité, c'est ce qui s'est avéré être le plus facile. Donc, j'ai fait signer quarantaine d'accords de distribution à des producteurs de terroir dans tous les domaines. On voulait faire du frais et du conserve et du moins frais. On s'est beaucoup focalisé sur la logistique à tort parce qu'on était sûr que quand on irait voir les banquiers, on nous dirait que c'était bien notre truc, mais qu'il fallait savoir comment on allait régler les problèmes de logistique. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que c'était en 2001, ça. Quand on est arrivé, alors on a fait beaucoup d'expérimentations, hein. Pendant 2 ans on avait 6 personnes, on a beaucoup investi et à un moment donné il a fallu mettre en place, la société s'appelait le marché des gourmets, l'idée c'était de mettre en place des espaces, donc des espaces de vente un peu comme les marchés de terroir que vous connaissez un peu partout, ou les espaces comme la Porte Champéret à Paris pour ceux qui connaissent, mais j'imagine que à Nancy il y a aussi des espaces comme ça régulièrement ou des événements autour du terroir ou des producteurs de terroir. Là, l'idée, c'était de le faire de façon systématique dans des espaces réservés où les producteurs pouvaient présenter leurs produits en direct. C'est un peu la ruche qui dit oui, quoi. La quoi? C'est pas ça? C'est pas la ruche qui dit oui? Si. Ouais, je crois que c'est ça. Mais ils ont des espaces dans les grandes surfaces. Enfin, j'ai pas vu encore beaucoup de grands espaces. L'idée étant de mettre en direct les producteurs et les consommateurs et de leur faire déguster les produits aussi sur place, etc.
Mais c'était un concept de surface assez grande, d'environ 300 mètres carrés, donc il fallait pouvoir le financer. Et en 2001, il y a eu la bulle Internet, et quand on est allé voir les banquiers, on nous a dit, vous êtes gentils avec votre idée, votre concept, mais il faudrait d'abord nous prouver que ça peut marcher. Et donc, on ne va pas vous suivre comme ça. À la limite, on préférait que vous rachetiez une affaire existante et que vous puissiez trouver des synergies ou faire en sorte de mettre en place votre concept au sein ou à travers cette structure, etc. Enfin bon, peu importe. On avait déjà investi beaucoup d'argent, on ne pouvait pas financer cet espace-là. Et donc, on l'a mise en sommeil, faute d'avoir les supports financiers qu'il nous fallait. Donc ça, c'est un échec. Donc comme quoi, on fait des choses qui marchent, il y en a d'autres qui marchent moins bien. Hein, mais l'important, c'est déjà de faire des choses qui nous font plaisir. Vous n'avez pas de 300 mètres carrés, c'était des boutiques en fait, ou c'était dans les supermarchés? Non, des boutiques. Des boutiques avec un concept très étudié qu'on avait préparé. C'est des espaces vraiment réservés, des marchés. C'est un espace de marché de gourmet. Donc, mais dans des endroits, plutôt dans des grandes agglomérations pour démarrer. Avec l'idée peut-être de franchiser, etc. derrière. Vous avez fait comment pour sélectionner les producteurs? J'ai fait le tour de France. Alors j'ai fait le tour de France. Là, c'était la partie la plus agréable, je dois dire. Mais j'ai sélectionné à travers des guides, à travers des annuaires, à travers de l'information locale, régionale. Et après, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai fait le tour de France, véritablement pour trouver des producteurs à peu près dans tous les types de produits. Mais en ayant toujours un souci, c'est de m'assurer que d'abord ils avaient le potentiel de se développer, parce que des petits producteurs qui peuvent juste produire pour on va dire leur marché local, il y en a pas mal. Des producteurs qui ont la capacité à investir, à se développer un minimum pour élargir leur marché, il y en a déjà un peu moins. Vous faisiez comment pour le déterminer ça? C'était une fois que vous alliez les voir? J'essaie de voir déjà leur taille, de parler avec eux, et puis après de voir s'ils avaient aussi la volonté d'eux, enfin voilà, leur historique. Et le deuxième souci, et l'aspect très important, c'était qu'ils adhèrent à une charte de qualité et qu'ils adhèrent à nos valeurs. Donc on ne peut pas promouvoir des gens qui ne sont pas dans la démarche. Donc ça, c'était les deux aspects principaux. Donc, faute de moyens, on a fini par abandonner, en tout cas par mettre en sommeil dans un premier temps en se disant qu'on y reviendrait. On n'est jamais revenu parce qu'on a fait plein d'autres choses. Et donc à ce moment-là, c'est là que Célia intervient. Mais qu'est-ce que vous avez fait après? Comment on gère l'échec sur Parce que Comment on gère l'échec? Parce que enfin, je sais pas, il y a une mentalité en France, pas aux États-Unis. Aux États-Unis, enfin, après, je sais pas si c'est une légende urbaine, mais on dit souvent que en France, quand on vire à l'échec, on est pris comme le pestiféré, alors qu'aux États-Unis, on sabre le champagne et on rebondit. Comment vous avez géré après cette... Moi, je ne l'ai pas pris comme un échec, je l'ai pris comme un enrichissement. Donc c'est une question de raisonnement positif ou pas, et d'assurance. C'est-à-dire que c'est typique, quand on investit ou quand on se lance dans les affaires, il y a toujours un risque. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a aussi peu de gens qui se lancent. Parce que moi, j'en connais plein, hein, des amis qui me parlent sans arrêt. Pardon ? C'est aussi pour ça que c'est intéressant. Exactement, mais moi, j'ai des amis qui, sans arrêt, depuis des années, me disent il faut que j'investisse, il faut que je me lance, etc. Mais ils ne sont jamais lancés encore. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques, ils ne veulent pas perdre. Donc, quand on sait dès le départ qu'on peut perdre, et que ça fait partie des règles du jeu, bah déjà, ça va mieux, parce que si on perd, on l'a prévu, enfin, on a anticipé que c'était possible. Et puis ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, je pense que toute expérience est enrichissante et qu'elle renforce et qu'elle donne de l'expérience, enfin, et qu'elle permet de rebondir autrement. Si on s'enrichit, on gagne en fait. Bien sûr. Donc on peut être gagnant le plus. Donc moi, bien sûr. Et puis il y a toujours des bonnes choses dans ce qu'on fait. C'est pas parce que le projet n'aboutit pas qu'on n'a pas fait des choses très positives, qu'on n'a pas rencontré des gens, qu'on n'a pas
accumuler des expériences, des connaissances. Enfin, donc voilà, il faut... Je pense que c'est ça, c'est une question d'état d'esprit. Quel est le conseil que vous, enfin, le ou les conseils que vous pourriez donner à des jeunes start-upers qui vont se lancer dans leur première activité entrepreneuriale? C'est quoi le ou les conseils que vous Alors, pourriez prodiguer? ça sort... Bon, donc je finirai après mon truc, mais le premier conseil que je ferai, c'est de m'assurer qu'il y a un marché. C'est que je m'assurerai que je ne fais pas ça uniquement pour me faire plaisir. Et que si je me lance dans une activité, j'ai réfléchi, j'ai étudié le marché, il y a un potentiel, des clients que ça pourrait intéresser, que je vais véritablement apporter de la valeur à quelqu'un. Si c'est simplement avoir une super idée géniale, mais qui ne peut pas aboutir ou qui ne donnera jamais de résultats parce qu'il n'y a pas de marché ou parce que c'est irréaliste ou parce que... Je pense que c'est le point qu'il faut vérifier. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir les moyens en amont de tester et... Bah déjà, moi, par exemple, si je prends les yaourts, non, même pas les yaourts, si je prends l'expérience marché des gourmets, on a fait énormément de tests. C'est-à-dire que avant d'en arriver à ne pas ouvrir d'ailleurs la boutique, on a pendant des mois, avec mon équipe, testé les produits, testé l'accueil de ces produits dans les magasins spécialisés, tester les produits auprès d'un certain nombre de consommateurs, etc. Il faut quand même, avant de se lancer, il faut tester. D'ailleurs, c'est une règle générale, ça. Il faut tester et mesurer avant de généraliser quoi que ce soit. Chez Yves Rocher, c'est le maître mot, le test. Il n'y a jamais en VPC, en vente par correspondance, jamais une opération n'est lancée s'il n'a pas été testé. Donc, mais c'est vrai, ça, dans tous les... Enfin, je vous encourage, dans toute opération marketing, au lieu de mettre tous vos œufs dans le même panier, je pense que j'avais expliqué ça aussi l'autre jour, à véritablement faire attention d'abord à vous déployer sur plusieurs tests et à tester. Ne pas tester qu'une chose, mais en tester plusieurs, et vous assurer que, avant de généraliser, ça marche. Parce que sinon, ça peut faire très mal. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si. Bon. Oui, en fait, je voulais revenir sur les fournisseurs. En fait, quand on est une petite entreprise, même pas une entreprise, on étudie notre projet de création d'entreprise. Des fois, on est amené à contacter des gens pour avoir un devis. Par exemple, moi, je veux créer une entreprise dans le domaine agricole, de cultiver le riz. Du coup, j'ai eu besoin de cultiver le riz. J'ai eu besoin de savoir combien ça coûte une moissonneuse-batteuse. Et j'ai essayé d'appeler plusieurs reprises. Vous n'avez jamais eu personne? Voilà, classe qui est à Metz. Dès que j'appelle, on me dit nous, on ne vend qu'aux entreprises et aux États. Je dis que je suis professionnelle. Je suis étudiante en ce moment, mais je suis professionnelle. Je vous appelle pour ça. Elle me dit attendez, elle me met en attente et puis après elle coupe. Oui, mais donc, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et même si vous n'étiez pas étudiante, vous étiez en début d'activité, une petite entreprise, c'est très compliqué. Donc, de deux choses l'une, soit vous allez trouver des informations, parce que trouver le prix d'une moissonneuse-batteuse, je suis presque sûr que si vous allez dans des organismes professionnels, dans des syndicats professionnels, dans des gens qui ont des informations à l'INSEE, je ne sais où, vous allez trouver des informations moyennes. Si vraiment vous voulez connaître le prix en général ou en moyenne d'une moissonneuse-batteuse, si même vous allez sur Internet... Je l'ai trouvé. Oui, non mais j'imagine bien que vous allez trouver le prix moyen d'une moissonneuse-batteuse. Surtout aujourd'hui. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ou 20 ans. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'informations qu'on peut trouver aujourd'hui qu'on ne trouvait pas avant. Là où ça devient délicat, c'est si vous voulez rentrer, si vous voulez en acheter une. Oui, mais là, parce que trouver des informations pour le prix, etc., je pense que plus ça va, plus vous allez les trouver. Mais 22 500 une à vendre là. c'est l'occasion. Mais si en revanche votre problème c'est d'en trouver une et d'en acheter une et d'en négocier une, là les difficultés commencent. Ouais, c'était de voir. Mais sauf si on peut la trouver d'occasion, etc. Mais en tout cas, et encore ça c'est une pièce, c'est un matériel, donc ça doit se revendre à l'occasion. Enfin, mais par contre, si vous avez des installations à mettre en place, c'est encore plus compliqué. Mais les informations, vous pouvez quand même en trouver.
Oui, c'était de voir avec eux, parce que je vois sur leur site internet qu'ils vendent des moissonneuses à 150 000 euros. C'est de voir si je pouvais avoir une moissonneuse peut-être moins chère, qui est neuve, pas en occasion, et puis qui est destinée pour les pays africains. Voilà, Si vous arrivez, pas vous leur directement. prouvez que vous avez l'argent pour, et que vous êtes prêt à payer comptant, et que vous garantissez le paiement, et que je ne vois pas trop pourquoi ils ne vous la vendraient pas. Hein. Si vous dites j'ai 150 000, je vous fais le chèque tout de suite, vous allez l'acheter, la moissonneuse. Oui, mais c'est si j'ai quelqu'un au bout du fil, en fait, parce que là, j'arrive pas du tout. Si je dois aller me présenter là-bas directement. Il faut se déplacer, ou alors il faut essayer de passer par réseau, de trouver quelqu'un Des qui événements est un peu de la articles, partie, qui peut pour Un vous. mail. Comment? Un mail. Oui, alors par mail, mais peut-être que dans votre environnement, vous allez trouver des gens qui travaillent dans cette industrie et qui peuvent peut-être vous aider à récupérer ces informations. Mais c'est souvent... Enfin, je suis acheteur industriel, donc je connais un peu le sujet Ouais. d'achat, mais vous avez juste sur un salon, vous avez Thermogine par exemple qui s'est trouvé à Metz il y a 2-3 mois, il y a quelques mois, vous avez tout le marché de l'agricole. Il y a les jeunes agriculteurs qui ont énormément d'informations, je t'en parlerai avec eux. Vous allez voir classe en direct, vous leur demandez c'est combien pour une machine, j'ai des projets, ils vous demandent des informations, il faut juste sortir du cadre du téléphone, Ouais, vous c'est ça. déplacer, il faut rencontrer du monde qui vous permettent de faire un intermédiaire. Vous allez voir l'agriculteur qui est à côté, vous donne l'information, vous mettre en contact, il sera content de vous mettre en contact avec son fournisseur parce qu'il est apporteur d'affaires. Vous avez l'information, enfin, il faut passer sur des billets dérivés en fin de compte et c'est assez simple. Oui, je pense pas que ce soit très compliqué ça. Pour avoir des informations de ce type-là, ça peut être plus compliqué. À mon sens. Oui, oui, je suis d'accord. N'importe où. Non, non, mais merci, je pense que c'est vrai. Et donc, j'en étais. Vous avez d'autres questions? Monsieur, vous avez une question tout à l'heure. Mais ça coûte combien pendant 2 ans à 6 personnes pour ne pas Ah, aboutir ben, ça coûte beaucoup d'argent. Et t'avais quel âge à ce moment-là? C'est important de Ça savoir coûte parce beaucoup que- d'argent, mais il faut être prêt. Non, Et quel âge j'avais? Alors attends, mais si, Non, c'est parce ça que je veux pas, mais il faut faire des calculs. Moi, Vous avez commencé votre carrière à quel âge? Mais non, Je peux mais faire les ça, Alors calculs. j'ai commencé à 23 ans, donc 23 plus 23 ans. Je suis resté 8 ans dans le vin. Ça fait 31. Ensuite, je suis resté plus 6, 37. Après, je suis resté encore 6 6 ans. dans l'industrie. Et encore 4 Ça ans fait ensuite 43. avec Là, la laiterie, 2 ans. à peu près 2 Et ans, 2 ans de 45. Plus les 2 ans, 47. Voilà. Et 47. à 47, j'ai changé encore l'activité. Voilà. Non, je dis ça parce que les gens souvent disent il y a 2 moments pour être entrepreneur. Soit c'est avant d'avoir les enfants, donc sortie d'études, ou après une première expérience, on devient entrepreneur. Soit c'est après que les enfants soient partis de la maison. Souvent les gens pensent comme ça. Ben là, on a la preuve que non. J'ai toujours une fille à la maison. Hein. Voilà. Faut pas croire. Il faut dire que je l'ai pas eu très tôt, mais. Voilà. Donc voilà, là, Georges nous montre que bah, c'est faisable. Parce que les gens ont tendance à dire c'est trop risqué, j'ai les enfants, j'ai les études, oh je prends pas le risque. J'en ai vu plein comme ça. De toute façon, ça relève d'un autre état d'esprit. Tout à l'heure, je parlais de plaisir. Je parlais de plaisir. Moi, c'est ce qui m'a toujours conduit dans ma carrière. J'avais commencé à dire ça. C'est quand je m'ennuie, je change. Mais si je ne prends pas de plaisir, je change aussi. Et il y a beaucoup trop de gens, me semble-t-il, dans les entreprises, qui rongent leurs freins et qui, en tout cas, qui rongeaient. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est plus tout à fait comme ça. Tant mieux d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de gens qui, pour des raisons, alors qui sont peut-être bonnes pour eux, hein, enfin, il faut intégrer le fait que tout le monde n'est pas pareil, mais sont prêts à subir pendant des années des situations assez difficiles et pénibles. Et donc, moi, je pense que quand on ne prend pas de plaisir dans ce qu'on fait, on n'est pas bon. Et en tout cas, qu'on va souffrir longtemps. Donc je pense qu'il faut changer, sans même entreprendre. Je ne sais pas si vous connaissez l'association 100 000 entrepreneurs. En fait, cette association considère qu'on peut entreprendre en étant entrepreneur indépendant, mais on peut entreprendre quand on est salarié. En réalité, l'esprit d'entrepreneuriat... Intrapreneur. Oui, alors moi, je suis assez d'accord pour dire que c'est plutôt ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un état d'esprit. J'entreprends, je prends l'initiative, je bouge, je change, je propose des choses, j'évolue. Ce qui est important dans une organisation, c'est d'évoluer. Si on n'évolue plus, si on stagne, si on n'apprend plus, je pense qu'il faut changer. Que ce soit en tant que salarié ou que ce soit
entreprendre soi-même. Hein. C'est le même raisonnement de toute façon. Voilà. Alors, Donc, comment tu as rebondi? comment j'ai rebondi? Parce que, alors ça c'est une des questions de Célia Tu me l'as piqué. qui a été conçue par Gaël d'ailleurs. C'était une surprise parce que je ne savais même pas de quoi on allait parler. Il faut le faire. Et donc, Je la cherche. oui, Gaël, reprends ta question. comment j'ai rebondi? Comment je suis arrivé dans cette nouvelle entreprise? C'était ça la question? Non, ouais. Donc après avoir justement, tu t'es dit, bon, ben, ça marche pas, je mets en sommeil, entre guillemets, parce qu'après, tu es allé où? Eh bien, moi j'ai toujours un peu de chance. Il se trouve que, je ne sais pas pourquoi, mais les opportunités se présentent au bon moment. Take a chance. Ouais, j'ai toujours un peu de chance, j'appelle ça comme ça. De bon karma. Ouais. Et donc, au moment où j'ai mis en sommeil le projet, au demeurant, j'avais lancé, pas tout seul, hein, j'avais lancé avec l'ancien PDG du groupe Yves Rocher. Donc, on était quand même assez structuré. J'ai eu la chance d'être sollicité pour rejoindre une start-up. Et donc, on en vient à la start-up. Donc, bien que l'autre, c'était déjà une start-up. Mais là, c'est un autre genre de start-up. Comment ils vous ont sollicité? Ils m'ont sollicité parce que j'avais l'un des créateurs, en tout cas des fondateurs d'origine, des membres fondateurs d'origine, était un ancien collègue d'Yves Rocher. Donc ça marche souvent Par réseau. par réseau. Et il se trouve que le directeur financier, donc c'est un bon collègue avec lequel j'avais noué des très bonnes relations, il se trouve que le directeur financier fondateur d'origine, puisque la société avait été créée en 2000, et je suis arrivé en 2001. Le directeur financier, qui était un des amis des fondateurs, en fait il y avait deux créateurs, il connaissait très bien l'un des deux, s'est complètement fâché au bout d'un an, au bout de quelques mois même, avec l'équipe. Et qui donc, il ne pouvait plus le supporter. Il fallait absolument qu'il change de directeur financier le plus vite possible. Et c'est à ce moment-là que, alors que j'allais justement me libérer de mon projet, ils m'ont sollicité. Donc ça tombait assez bien. Alors là, vous avez plein de questions. Là, Oh, j'en ai plein, je sais même pas laquelle choisir. là, je sais que vous en avez plein. Déjà, c'est quoi la société? Oui. Oui, vous n'êtes pas curieux, personne n'a demandé. Ouais. Personne n'est curieux. Bon, la société s'appelle, toujours d'ailleurs, Fast Booking. Et c'est une société qui produit des logiciels de réservation en ligne pour les hôtels, en mode ASP, c'est-à-dire que l'idée, c'était d'installer un système de réservation en ligne sur les sites même des hôtels et faire en sorte que le traitement de la réservation soit totalement transparent, à la fois pour le client qui réserve et pour l'hôtel. Donc on traitait l'ensemble de l'information, du système d'information de la réservation pour ces hôteliers. Vous savez qu'aujourd'hui, les hôteliers passent... c'était assez novateur parce qu'en réalité, Bookings.com, où ces gens-là étaient assez peu développés à l'époque, ils démarraient en même temps. Et la différence notable entre Bookings et Fast Booking, c'était justement que quand l'hôtelier fait appel à Bookings, il donne une commission entre 25 et 30. À l'époque, ça pouvait même être supérieur. En tout cas, en général, c'est entre 15 et 30% au moins sur sa marge pour remplir ses hôtels, pour remplir ses gens. Nous, l'idée, c'était de faire en sorte de donner la possibilité aux hôteliers de promouvoir directement leur hôtel à travers l'Internet. À l'époque, il y avait relativement peu de réservations en ligne. Il y avait encore moins d'hôtels équipés avec ce type de système de réservation. Et de leur dire, c'est vous qui allez mettre en place directement vos conditions de vente sur votre site et on va vous aider à promouvoir vos ventes à travers ça. Ce qui vous évitera de réduire votre marge de façon considérable. Donc on s'est présenté comme de véritables partenaires des hôteliers, notamment des hôteliers indépendants, des petits groupes indépendants, des petites chaînes indépendantes. Aussi bien en France qu'à l'international, c'était une caractéristique très fondamentale, c'est que depuis le départ,
il était entendu qu'il fallait que ce soit international. Et ça a toujours représenté l'international un volume très important. Et donc, l'idée, c'était le système économique, le modèle économique était basé sur des commissions perçues à chaque fois qu'une réservation passait à travers le système. Donc, pour répondre à la question qui ne m'a pas été posée, sur les fondateurs, les deux fondateurs étaient l'un un hôtelier de famille, un hôtelier qui versait dans l'hôtellerie depuis des années, et un informaticien très pointu qui a conçu le système de réservation. Donc d'un côté, quelqu'un qui connaisse parfaitement le marché, et de l'autre côté, quelqu'un qui connaisse parfaitement la technique. Et le directeur financier qui est parti du coup avant que vous arriviez, le directeur financier, il avait un rôle extrêmement important au départ parce que c'est lui qui faisait notamment tout ce qui est la préparation des business plans pour convaincre les investisseurs de suivre. Donc, il était un peu la cheville ouvrière du business model justement et de la présentation de l'entreprise aux tiers, notamment. Oui. Elle existe toujours, la société? Oui, elle vient d'être achetée par Accor. Comment vous expliquez, parce que selon vous, le concept était plus intéressant pour les hôteliers que Booking, que ce soit Booking qui soit devenu leader? Je pense qu'on n'est pas du tout sur le même service. Les clients d'ailleurs ne sont pas forcément non plus les mêmes. Les hôtels dont on parle ne sont pas forcément non plus complètement les mêmes. Mais je vais vous dire que c'est lié d'abord à probablement des insuffisances ou des manques de moyens ou des insuffisances de l'équipe de Fastbooking qui aurait probablement pu ou dû se développer beaucoup plus vite, mais ça on va peut-être repasser à l'histoire, mais qui je pense aurait pu grandir beaucoup plus vite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est beaucoup plus facile de se faire connaître à travers un portail de distribution qu'en tant qu'hôtelier indépendant. Vous voyez bien que vous offriez ce service justement auprès des hôteliers. Au départ, on ne proposait que le service de mettre un système de réservation sur les sites des hôtels. Mais imaginez que les sites des hôtels ne se fassent pas connaître ou ne soient pas bien positionnés sur les portails. C'est du B2B. Alors, pour offrir la promotion, on a créé notamment des portails de distribution aussi, avec nos hôteliers, nos chambres d'hôtel. Et le problème, c'est que pour rivaliser avec Booking, c'était trop tard. Non, c'est même pas que trop tard, c'est que c'est un autre modèle, c'est que de deux choses l'une, ou vous élargissez votre gamme et vous acceptez que des hôteliers qui n'utilisent pas votre système soient dans votre base, ou pas. Parce que vous voyez que Booking, ils prennent tout le monde. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était que notre système soit le système utilisé par l'hôtel. C'est tout, il y avait juste un outil en plus. Booking, Oui, il inscrit tout le monde. Et donc le modèle ne pouvait sans doute pas permettre de faire de la distribution en tant que tel. Mais vous voyez qu'Accor aujourd'hui a repris ça pour casser Booking. Vous voyez qu'Accor aujourd'hui... Ils sont toujours sur Booking, Accor. Mais bien sûr, tant qu'ils n'auront pas trouvé un moyen quelque part de les contrer et de perdre les 25% dont je vous ai parlé, ils sont de plus en plus perdants. Donc, non mais pourquoi font-ils ça? Il y a une très forte restructuration du marché aujourd'hui. Alors qu'au début, ça n'était pas d'ailleurs sur Non. Booking, Accor. Mais non, il s'était refusé. Ouais. Sauf que quand vous avez la crise, quand vous n'avez plus de touristes à Paris, que vos hôtels sont pas pleins, vous êtes bien obligé de passer par les fourches codines des distributeurs. Et donc, ils en ont eu marre de ça et ils se sont dit, il faut quand même que nous, sur nos hôtels, on soit capable de se distribuer correctement. Donc, ce qu'a fait Fastbooking progressivement, c'est de proposer des services de web marketing, des services de référencement, des services divers et variés pour que les hôteliers sur leur propre site aient la capacité de se mettre en avant. Vous voyez? Mais c'est un travail où il faut des moyens. Ça demande par contre des moyens importants puisque ça veut dire qu'il faut fournir tous ces services. Et il faut les valoriser et en plus il faut être capable de les valoriser correctement. Il faut se retrouver en haut sur Google. Et c'est pour ça qu'il faut investir beaucoup. C'est hôtel et Google. Bien sûr, mais donc il faut investir parce que souvent,
vous allez voir qu'un hôtelier, vous trouvez son nom à travers Booking, mais le site même de l'hôtel, il est très mal référencé. Ça a changé, ça. Oui, ça change. Non, mais ça change, ça commence à changer. Mais c'est important pour Accor, justement, qu'il y a des moyens d'avoir un système qui lui permette de réaliser ça. Comme ils ont les moyens, ils mettent en place des... Alors justement, là tu parles de moyens. Toi, tu es arrivé en 2001, un an après, la société, vous étiez combien de chiffre d'affaires? Alors, moi, quand je suis arrivé, la société devait être d'une vingtaine de personnes, entre 15 et 20 personnes. Alors, c'est ce qu'il faut que je vous explique. Parce que ça, c'est un truc très intéressant. Les deux fondateurs, ils avaient une idée. Alors déjà, c'était l'hôtelier qui avait eu cette idée. Parce qu'en fait, quand vous êtes hôtelier, vous prenez des réservations dans le temps. Vous aviez quoi? Vous aviez le téléphone, vous aviez oui, enfin, le fax, vous aviez dans certains cas l'email de confirmation, etc. Mais ça veut dire qu'aussi la nuit, vous ne pouviez pas prendre des réservations ou qu'il fallait que vous ayez quelqu'un la nuit qui prenne les réservations des Américains ou des étrangers, etc. Bon, donc lui, en tant qu'hôtelier, il s'est vite rendu compte qu'il y avait de quoi faire quelque chose et que ça avait beaucoup de sens. De l'autre côté, il y avait donc ce technicien, mais dès le départ, ils ont eu l'ambition de faire quelque chose en grand. Et donc ils se sont dit, il va falloir qu'on puisse avoir beaucoup d'hôtels, il va falloir qu'on puisse convaincre des chaînes d'hôteliers indépendants. Il va falloir qu'on mette des gens sur le terrain pour aller les chercher. Et ce n'est pas tous les deux, même avec nos petites mains, qu'on va développer les produits au plan technique, faire les interfaces avec les systèmes en place, et puis aller trouver dans le monde entier des hôteliers pour nous suivre. Donc ils ont considéré qu'il leur fallait, dès le départ, énormément de moyens. Comment ils ont fait? Et ils ont été très bons. Ils ont été très convaincants. Non, ils ont été... D'abord, ils ont convaincu des gens assez proches. Alors, ils ont mis déjà 40 000 euros, eux, enfin, ou très peu. Ils ont convaincu des partenaires très proches, des gens qu'ils connaissaient, des amis, etc., de les suivre dans une première levée qui a dû faire 700 à 800 000 euros. Donc, ils avaient du bon réseau, hein. Non, mais manifestement. C'était en 2001. C'était en 2000. Donc en pleine bulle. En 2000. En pleine bulle Internet. Et là, c'était amis. C'était D'accord. réseau, amis. Je pose juste une question par rapport à ça, parce que vous dites qu'ils ont apporté 40 000 euros. Bon, il faut savoir que 40 000 euros, c'est peut-être pas grand-chose, mais non, c'est mais déjà pas je rien. suis même pas sûr. Ils Je suis avaient quel âge même pas sûr qu'ils les aient pas empruntés. Ils avaient quel âge? Les 40 000 euros, je pense. Ils avaient, moi, j'avais 47 ans, donc eux, ils en avaient une quarantaine. D'accord. Quand je suis rentré, eux, ils étaient dans à peu près 39-40. Donc, ils avaient un peu d'argent, ils avaient eu d'autres expériences. L'hôtellerie, ça rapporte quand même un peu. Et je vous dis, je suis même pas sûr qu'ils aient complètement financé les 40 000. Je ne me souviens plus, mais je crois que j'ai un doute. Friends and Family, 700 000. Ouais, à peu près. Et puis, la première année de mémoire, c'était, du coup, j'ai dû un peu réviser. Je crois que c'était dans les 500 000, à peu près l'équivalent de 500 000 euros quand même. Donc, c'était pas mal. Il y avait quand même beaucoup d'hôteliers. Alors, le commercial était très bon, hein. L'associé, là, qui était du métier, il connaît quasiment le monde entier dans l'hôtellerie. C'est un mec, il n'y a pas de mystère. Il est très fort, très dégourdi, très commercial. Il prend un avion, il va se faire 3 clients. Enfin, c'est déjà très particulier. Donc il parle de Sheraton et il leur a dit... Non, parce que Sheraton, ils avaient déjà leur propre système. On a plutôt visé des groupes indépendants, des groupes d'hôtels plutôt indépendants. Donc pas des grandes chaînes. Et sur la France, c'est quoi les groupes d'hôtels indépendants, par exemple? Oui, des relais châteaux, Ascotel, enfin des trucs, ou des chaînes volontaires aussi, ou des gros hôtels indépendants.
aussi des gros hôtels indépendants, mais il y a pas mal de familles qui ont 2-3 hôtels en France, ou 4-5 hôtels. Barrière était un client, les hôtels de Monaco, les bains de mer, la SBM, c'était les clients, tous ces gens-là, très vite, sont venus. Donc ça a lancé vraiment les choses, parce qu'il a eu la capacité très rapidement de convaincre des clients quand même réputés et significatifs de rejoindre le... Et comme il était très international, en plus, il a fait la même chose dans un certain nombre de pays. Donc assez vite, ça a démarré. Bon, le seul petit problème, c'est qu'ils avaient fait un business plan qui, comme d'habitude, planait complètement. Donc à la fin de la première année, d'abord, même si les chiffres étaient très bons, ils étaient quand même en deçà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Et surtout, ils n'avaient pas intégré le besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas intégré... Vous voyez ce que c'est, le besoin en fonds de roulement? C'est-à-dire que quand vous convainquez un hôtel, de prendre votre système, avant que le système soit opérationnel et vous génère des résas, et que ces résas, vous puissiez les facturer et vous puissiez les encaisser, en réalité, moi je suis arrivé, j'ai travaillé là-dessus, et je leur ai montré que c'était 6 mois. Sauf que ces 6 mois, ils n'avaient pas vraiment intégré dans leur raisonnement. Enfin, ça paraît bestial comme truc, mais en fait, ils n'avaient pas pensé que c'était aussi long. Et en fait, ils savaient bien qu'il y avait un besoin de fonds de roulement. Mais je crois qu'ils avaient estimé à 2 ou 3 mois, alors que c'était largement 6 mois. Pourquoi? Parce que d'abord, vous allez voir des clients. Vous avez vos commerciaux qui vont voir des hôtels, mais ils ne les convainquent pas du premier coup, il faut revenir. Donc il y a déjà du temps de prospection. Ensuite, il faut former les hôtels au système. Ça peut vous servir, parce que si vous êtes dans les produits techniques, il y a souvent de la formation des clients quand même. Donc il faut que les clients s'approprient le système, il faut qu'ils soient formés. Ensuite, il faut que toutes les données soient à jour et que tout ça soit opérationnel. Et une fois que vous démarrez, vous allez avoir les premières résas. Les premières résas, elles ne sont pas pour tout de suite. Parce que moi, si je réserve un hôtel pour cet été, ce n'est pas pour demain. C'est pour dans 3 mois en plus. Donc il faut que le client vienne, qu'il n'annule pas sa résa. Donc il y a aussi le problème du no-show, etc. De l'annulation. Et puis après, alors tout ça, c'est des trucs que vous démarrez, vous n'intégrez pas le taux de no-show, c'est des petits trucs, mais qui finissent par compter pas mal. Et puis quand il est venu, le client, il a payé, il faut le facturer, il faut encaisser, etc. Donc déjà, assez vite, ils se sont rendus compte qu'il allait falloir assez vite donc encore retrouver de l'argent. Et donc, il était prévu une deuxième levée de fonds en 2001. Je crois que c'était genre 2,5 millions, un truc. De toute façon, n'hésitez pas. Sauf qu'il y a eu les tours. Oui. 2001, c'est l'année catastrophe dans le tourisme. Plus un touriste, plus un avion qui vient des États-Unis, plus personne. Donc, on avait prévu de remonter de l'argent, de relever de l'argent en septembre. Septembre, c'est badaboum. Donc, les actionnaire qui avaient été sollicités, certains avaient déjà un peu participé quand même au premier tour de table, notamment la Caisse des dépôts, s'étaient plus ou moins engagés sur ce deuxième tour de table. Et la crainte qu'on pouvait avoir, c'était qu'ils ne suivent pas au vu de ces événements. Bon, il se trouve qu'ils ont suivi. Donc, bon, ça a été assez chaud, mais ils ont quand même suivi. Et donc, on a levé, je crois, 1,5 million. Et dans le même temps, on a restructuré, parce qu'il y a une question qu'on ne m'a pas posée, que vous allez bientôt me poser. Non, je ne vais pas. Attendez. Sur est-ce que vous avez eu à traiter des licenciements, des restructurations, oui, des départs, etc. Oui, parce qu'on était monté à 25, quelque chose comme ça, et on est redescendu à 12 en 2001. Donc, donc on a dû faire un plan de restructuration. On a dû réduire la voilure de façon très importante en termes de coûts. Donc on l'a fait, donc je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, mais bon, ça se fait. Mais c'est malgré la levée de fonds? Oui, parce que ça a été fait concomitamment. On a commencé par faire la restructuration, montrer qu'on réduisait les dépenses, qu'on
qu'on ne creusait pas non plus un trou Comment tu justifies ces licenciements? Tu disais que c'était un licenciement économique. Ouais. Et donc, sur la loi française, si c'est un licenciement économique, si tu reprends le 1,5 million d'après, tu es obligé de réengager les gens. Oui, bon, les gens, On l'a pas fait. Non, mais les gens, ils étaient recasés. En À fait, globalement, l'époque, c'était facile. Globalement, on n'a jamais eu cette problématique-là. Ça ne s'est jamais vraiment posé en l'état. Si on l'avait fait tout de suite derrière, il aurait fallu peut-être faire attention, mais le temps qu'on se relance, qu'on réembauche, de toute façon, la plupart des gens dans ce domaine à l'époque, ils trouvaient assez facilement. En fait, vous étiez 20 avec 700 000 euros en gros de. 500 000 même. Enfin, là, c'était peut-être monté un peu. Ouais. Donc, est-ce que vous étiez dans un système de rémunération en stock option? Parce qu'on va pas loin, à 20 personnes avec 500 000 euros, vous tenez pas un an. Quoi. Oui, c'était un an, hein, là, déjà. C'était à peu près un an, donc on savait qu'elle ne tenait pas, il fallait de l'argent. Il y avait 40 000 euros d'apport. 40 000 euros, ça leur a juste servi. Est-ce qu'on arrive à garder un certain concours sur le capital, ou est-ce qu'à la fin, il leur restait le pourcentage symbolique ou... Ils se sont toujours très bien débrouillés, à tel point que quand ils ont vendu, alors on peut aller directement à la fin, ils ont dû vendre la société qui faisait 25 millions d'euros, entre 20 et 25 millions d'euros de chiffre d'affaires quand je suis parti. Un peu plus de 20, je crois. Vous êtes parti quand? En 2008. 45 millions d'euros. Ils l'ont vendu à Rothschild, c'est ça? Ils l'ont vendu à Troisy. À Troisy. Ça, c'est le prix global. Mais ils avaient encore la majorité. Avec 40 000 au départ. Ouais, ils avaient encore la majorité. Et c'est vous qui vous êtes occupé du montage financier? Non, je ne me suis pas occupé du montage financier parce qu'il y avait dans les actionnaires de départ, notamment un avocat et un expert comptable. Enfin, il y avait des partenaires justement qui ont pendant un certain temps produit du service à des conditions extrêmement... Parce que le problème de l'entrepreneur, c'est ça aussi, c'est que quand il démarre avec des petites sommes, c'est garder le contrôle de sa société. Oui, absolument. Alors, ça, c'est la valorisation de la structure. Alors justement. C'est ça le problème. Alors ça, je connais bien. Ouais. Le gâteau. C'est juste, par exemple, si vous prenez une société et vous dites, voilà, j'ai fait une augmentation de capital d'1 million d'euros, on peut se dire qu'on est complètement dilué. Sauf que, lorsque vous dites 1 million d'euros d'augmentation de capital, vous valorisez la société avant. Et donc, Voilà. là, vous dites, ma société, elle vaut 4 millions. Et donc, vous rajoutez 1 million sur l'augmentation de capital, ce qui fait qu'au final, votre société va valoir 5 millions. Et si vous aviez la totalité de la société avant, vous allez avoir 4 millions sur les 5. Ils ont toujours fait ça. Voilà. Ils ont augmenté la valorisation parce que je ne vous l'ai pas dit, mais le chiffre d'affaires, il est passé de 500 000 Quand 700 000. Le chiffre d'affaires, c'est facile à valoriser. Mais comment vous faites avec le commissaire aux apports pour le convaincre que votre société, quand vous n'avez pas de chiffre d'affaires, sur une augmentation de capital, il n'y a pas de commissaire aux apports. C'est que si vous apportez quelque chose, une industrie, ou si vous apportez une marque, si vous apportez quelque chose, là, il y a besoin d'avoir un commissaire aux apports. Sur une augmentation de capital, donc le fait d'augmenter le capital, donc créer des actions, vous avez une société qui a 100 actions, vous faites une augmentation de capital, on va dire de 20 actions, vous créez 20 actions, avec votre société n'a plus 100 actions mais 120 actions, il n'y a pas besoin d'avoir de commissaire aux apports. Ensuite, sur la valorisation de la société, c'est vous qui dites, voilà, et après c'est aux acheteurs, hein, parce qu'ils vont acheter ces 20 nouvelles actions, c'est des gens qui vont les acheter. Et l'argent qu'ils vont dépenser pour acheter va aller sur les comptes de la société. Ces 100 actions, c'est vous qui allez les valoriser. C'est vous qui allez dire, voilà, si par exemple vous avez apporté un tout petit peu de capital, 20 000 euros ou 30 000 euros, vous allez pouvoir les valoriser sur 1, le temps que vous avez passé, 2, l'idée, et 3, le potentiel que la société va pouvoir générer. Et c'est là que mes deux associés étaient très bons. Ils ont vendu en permanence du rêve, mais avec des chiffres quand même assez spectaculaires quand même. Hein. Parce que là, je vous parle de 25 millions, mais c'est 25 millions ou 25 millions de commissions. Ça fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires public. Enfin, et c'est des milliers d'hôtels. Donc, on est passé de 500 000 à 1,5 million, d'1,5 million à 3 millions, de 3 à 5 ou 6. C'était assez spectaculaire comme croissance. On a failli y rester en 2001, mais on a passé le cap et après, ça a démarré de façon très forte.
Et on a d'ailleurs relevé 2,5 millions, je ne sais plus, une année ou deux après. Donc le capital de la société est passé assez vite à 4,5 millions ou 5 millions. Et ils ont gardé le contrôle, largement même, de l'entreprise. Mais c'est là qu'ils ont été aussi toujours assez convaincants. Est-ce qu'ils ont levé auprès, parce que ça a été vendu 3i, c'est un énorme fonds de ce qu'on appelle le capital investissement, private equity. C'est un énorme fonds de private equity français / mondial. Ensuite, ça a été racheté par Rothschild, je crois. 3i, Rothschild, 3i a recédé, je dirais, moins de 2 ans après à Rothschild. à Rothschild. Moi, ma question, c'était, aujourd'hui, ils ont réussi à convaincre pour les 2,5 millions, parce qu'en fait, ils vendaient du rêve. C'est voilà. Pas que du rêve. Hein, pas que du rêve. Du rêve avec des choses. Avec des chiffres quand même. Avec des chiffres. Ils ont Avant convaincu. 1,5 million, il n'y avait pas beaucoup de chiffres, je présume. C'était en 2001, pardon. Juste après le tour, il y avait, je vous dis, entre 500 000 et 700 000 euros, mais avec quand même, en un an, quand même une bonne pente. Après, et là, en 2001, la fin de l'année a été dure. Donc là, en fait, ils ont réussi à relever après ce que disait Jean, c'est parce que sur certains tours, il y a des gens qui disent, voilà, je mets tant au premier tour et je m'engage à mettre tant au second tour. C'est ce qu'ils avaient fait là. Et là, heureusement pour eux, parce que... déjà verrouillé le deuxième tour. Oui, verrouillé, mais ils auraient pu... Non, ils n'étaient pas obligés. Ils n'étaient pas obligés. Ce qui fait que la chance, ce que dit Georges, c'est la chance qu'ils ont eue, c'est que finalement, les investisseurs ont cru au projet et se sont dit, bon, même si en 2001, c'est le bazar total, eh ben, on va quand même remettre au pot. S'ils n'avaient pas remis au pot, c'était fini. Donc si on se remet dans la situation économique de 2001, touristique essentiellement, Air France a retrouvé son trafic, c'était la compagnie qui a retrouvé son trafic le plus vite. Mais au 1er octobre, Air France était à 95% de son trafic. Les États-Unis, c'est vrai que ça met beaucoup plus de temps. Mais les hôtels, je peux vous dire qu'ils n'étaient pas remplis. C'était même dramatique. C'était un peu ce qu'on vit là. En novembre. Là, mais même encore maintenant. Les taux de remplissage sont de 40 ou 45% à Paris. Est-ce que c'est dû aux attentats ou est-ce que c'est dû à la crise économique? Non, c'est les attentats. C'est les attentats. C'est totalement les attentats à Paris. Si on prend le cas, ma soeur travaille dans un hôtel à Paris qui est l'ancien hôtel Nico. Chiffre d'affaires 20 millions, je crois. Ils ont perdu en novembre 1 million. Mais il n'y a plus un touriste. Il faut aller à Paris, vous allez voir, il n'y a pas de touristes. C'est difficile. C'est incroyable. J'ai regardé le prix des hôtels à Paris il y a 15 jours. C'est 200 € la nuit. Mais non, mais je vais vous dire, regardez pas le prix. Non, mais regardez pas le prix. Regardez pas le prix, parce que moi, j'ai un collègue qui vient régulièrement travailler avec moi, de province. Il y a un hôtel qui a 380 € dans ma rue. Il l'a eu à 120. Hein. Le prix, vous voyez, non mais même vous voyez le prix dans la vitrine, il est à 380. Et aujourd'hui, ils font. Et j'ai un restaurant dans ma rue aussi, qui travaillait qu'avec des Anglais, des Américains, etc. Il est à moitié vide. C'est spectaculaire. Donc, moi, alors, on va revenir. On va revenir sur le sujet. Moi, ma question, c'était l'argent qu'ils ont réussi à. Là, parce que comme ils vendaient un petit peu dur avec des chiffres, c'était quoi? C'était des particuliers? C'était des fonds d'investissement qui avaient derrière? Non, les gros, là, c'était la CDC. C'était la CDC. Et le 2,5 millions suivant, c'était qui? C'était encore la CDC. D'accord. Donc, pas essentiellement la CDC. Les particuliers sont sortis. Les particuliers sont sortis. Pardon? La CDC. Pour avoir la CDC dans son capital, il faut peut-être avoir un petit coup de piston ou c'est assez facile? Non, je crois qu'il y a eu une relation assez bonne avec un des. Ils regardent. Non. À l'époque. Ça s'est fait d'abord pour un montant qui n'était pas colossal pour la CDC. Et il y a eu le gars, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le type en charge de ces dossiers-là à la CDC, l'interlocuteur, c'était un Canadien qui, je crois que de Québec ou un truc comme ça, un Canadien, qui a été passionné par le sujet. En fait, il a accroché sur le sujet, il l'a vendu en interne. C'est-à-dire qu'il y a cru et il a vendu le projet en interne à la CDC. Et il y a cru une deuxième fois, effectivement. Si ça avait été un autre, peut-être ça n'aurait pas fonctionné. C'est très relationnel. Hein. C'est ça le problème, justement. Oui, mais le gars ne le connaissait pas. Oui, mais ce n'est pas la relation antérieure. C'est de la relation. Il a été convaincu par le projet. C'est quoi la CDC? La CDC, la Caisse des dépôts. C'est une énorme boîte étatique qui gère énormément d'argent, mais qui investit dans des thématiques.
Nous, on travaille avec eux, par exemple, directement pour le capital fonds d'investissement. Nous travaillons avec eux via Transdev, qui est un de nos clients, pour l'investissement dans la mobilité. Et donc, ils regardent des startups dans la mobilité. Là, on était à 2 doigts de regarder une startup qui s'appelle Apila. C'est des startups dans le parking, dans la ville, etc. Ils étaient en train de regarder ça pour investir plusieurs centaines de milliers d'euros dedans. Donc non, on peut toucher la CDC. Il faut envoyer le dossier, les gens regardent, mais il faut être dans la thématique. Certaines thématiques. Et Donc après, là, il faut que ça plaise. L'hôtellerie et la réservation en ligne à l'époque, c'était un vrai sujet. Et donc là, la personne a dû regarder. Ça lui a beaucoup plu. Ça lui a beaucoup plu et c'était dedans. Ça lui a beaucoup plu. Il l'a défendu. Il l'a vraiment défendu. Ils sont sortis, alors là, en dehors des fondateurs, sont sortis les particuliers du début, dans la 3e levée. D'accord. Donc il y a des gens qui sont sortis. Et les fondateurs donc, étaient encore majoritaires lorsqu'ils ont revendu à Troisy. Ils sont même restés parce qu'on leur a demandé de réinvestir, dans un premier temps d'ailleurs, une partie de la vente dans la nouvelle structure. Donc ils sont quand même restés au sein de l'organisation un certain temps. Même encore très récemment, il y en avait un des deux. Le second s'étant fâché avec le premier. Il y a eu plein de questions d'ailleurs dans ce que j'ai vu là sur le fonctionnement de l'équipe, le management, etc. Utilisé. Donc je ne sais pas, vous avez des questions là-dessus parce que c'est assez important, c'est assez intéressant le management. Et comment passe-t-on d'une petite structure, parce que on a démarré relativement petit, même si on était vite un certain nombre, mais on est quand même, quand je suis parti en 2008, on était une centaine. Donc ça veut dire des changements quand même, hein, en termes de management. Toi, tu avais des parts? Et j'avais des stock options, en théorie, qui as... n'ont jamais été formalisés. Non, mais ça, c'est un des problèmes du management. Donc non, je suis parti quasiment... Enfin si, je suis parti correctement. Tu n'as jamais pu exercer tes stock options? Non. Et donc ça c'est dommage. Et c'est comme ça. Quand je suis parti, on avait quand même une filiale à Singapour assez importante, en Inde, en relais de la partie technique que j'avais mise en place, en Italie, aux États-Unis. Donc on avait déjà un certain nombre d'implantations, mais on devait avoir, je ne sais pas, 60 personnes à Paris, 60 à Paris, une quarantaine à l'international. 70-30 à peu près. Et donc c'est vrai qu'entre entre l'équipe du démarrage et l'organisation à 100, il y a des changements évidemment très importants dans les relations, dans la façon de manager. Il y a des départs, il y a des gens qui ne se plaisent plus, il y a des gens qui ne sont plus à leur place. Il y a toutes sortes de problématiques qui peuvent se poser. Bon, ce n'est pas encore celle que vous connaissez aujourd'hui probablement, mais c'est assez intéressant. Là, il y a une problématique qui s'est posée quand même plusieurs fois dans ta carrière, c'est le rapport entre associés. Oui. Parce que tu t'entendais plus avec ton associé avec les yaourts. Là, on a vu qu'ils s'entendaient plus non plus alors qu'ils avaient gagné quand même beaucoup d'argent, donc ça a été quand même plutôt tranquille. Ils s'entendaient plus chez Facebook Shopping. Ben là, c'est un classique, ça. Hein. Les problématiques d'associés. Par exemple, sur la partie yaourt, moi j'ai déjà vécu ça sur une société. C'est 2 associés qui se mettent ensemble, qui ont la même vision sur la même boîte. Et il y en a un qui bosse à côté, qui a des revenus et qui est plutôt détente. Parce que ça va, il a de l'argent, il gagne à côté, donc c'était le cas. Le risque n'est pas très élevé. Et le deuxième qui lui a tout claqué, touche peut-être le chômage mais pas pour très longtemps, et qui lui est vraiment à vouloir développer de façon extrêmement rapide la société. Et moi j'ai déjà vu une structure comme ça où j'ai pas voulu investir, et bien m'en a pris parce que ça a clashé. Et souvent c'est ça, donc quand vous montez une startup, faites vraiment attention à la complémentarité de l'équipe. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est juste pour compléter ce que tu dis, bah, et être encore plus précis, il faut s'assurer qu'on a les mêmes besoins. Voilà. Mais de toute financiers. façon, les besoins immutent. Non, mais il faut s'assurer qu'on a à peu près les mêmes objectifs financiers. Parce que tu as tout à fait raison, moi je l'ai vécu ça. C'est que si tu as besoin de générer un revenu
mais que ton associé n'a pas les mêmes besoins, il y a un moment où forcément il y a un problème. Oui, alors en plus, oui. Mais En plus, il n'y en a plus qu'un qui travaille. Et je l'ai vu ça, je l'ai vu en direct et la boîte a planté. Parce qu'il y en a un, il était là, attends, non, tu prends beaucoup trop de risques, on va y aller plus doucement, attends, on prend ton temps. Et l'autre derrière, il est là, genre, t'es gentil, dans 2 mois, moi j'ai besoin d'un salaire dans 2 mois, parce que comment je mange? Alors cela dit, je peux illustrer un peu le problème des deux associés là. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est aussi beaucoup plus classique. C'est lié au profil des associés. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un pur commercial créatif et qui tous les jours vient avec une nouvelle idée, et de l'autre côté, et qui gère rien et qui manage que dalle, en gros. Et de l'autre côté, vous avez... Non, mais moi, j'étais le financier, mais plutôt créatif. Donc, j'étais financier, mais assez ouvert là-dessus, sur le développement. Mais par contre, il y a un technicien, il y a un technique qui, lui, contrôle le produit, ne veut pas être emmerdé, veut garder le contrôle sur le produit et donc met des obstacles sur tout ce qui pourrait venir l'ouvrir ou un tyran, quoi. Ou le dévoiler, qui est un peu parano, qui est un peu parano, qui est un peu tyran, je suis assez d'accord aussi d'ailleurs, mais par la suite, parce qu'il veut que son produit, qui est son bébé, reste que son bébé, il n'ose pas trop en parler, il ne va surtout pas déléguer les trucs top qu'il a bricolés dans son coin, etc., qui le bloque progressivement, parce qu'il faut au contraire que ce soit ouvert, qu'il y ait des interfaces avec tout le monde, etc., et qui n'accepte pas que son associé tous les jours vienne l'embêter avec tiens, et si on faisait ci, et si on faisait ça, et si on testait ci, et si on testait ça, alors qu'on est en plein dans la structuration de l'entreprise et qu'on essaye de mettre de l'ordre, etc. Donc au bout d'un moment, ça chauffe. Là-dessus, il y a la femme. J'étais sûre que ça allait arriver. Ah ben voilà, ça devait arriver. Et donc, qui n'est pas censé être associé, mais qui est la femme d'un des deux associés, qui se prend pour l'associé. Et qui prend tout le pouvoir, et qui prend le pouvoir, et qui vient du coup faire un déséquilibre. C'est plus 1 contre 1, c'est 2 contre 1. Et donc, ça fait 2 contre 2, parce que moi j'étais plutôt pour le commerce. Mais en tout cas, ça génère des tensions. Mais au-delà de tout ça, c'était ni l'un ni l'autre des managers. Ça, c'est absolument fondamental. Il y en avait un qui avait une vision stratégique certainement beaucoup plus puissante que l'autre, mais qui était incapable de le convaincre, de convaincre son associé de changer quoi que ce soit ou de changer suffisamment vite. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, le marché il bouge à toute vitesse. Et si la technique n'évolue pas à toute vitesse, c'est embêtant. Et de l'autre côté, il y en a un qui n'a pas cette vision stratégique et qui, en plus, est très secret, ne manage pas non plus, etc. Donc, si au sein de l'entreprise, il n'y a pas un rééquilibre, ça crée des dysfonctionnements. Et du coup, comment ils ont fait alors au démarrage, même avec 25 personnes, s'ils n'arrivaient pas à... 25 personnes, ça va très bien. Et puis l'entreprise se développe naturellement. Il y a plein d'hôtels qui arrivent. C'est plus facile au début. C'est quand ça commence à se développer, que ça devient plus complexe à gérer, que le marché commence à s'organiser, se structurer, qu'il commence à y avoir des concurrents, qu'on est remis en cause sur certaines chaînes hôtelières, etc. On ne peut pas stagner. Il faut toujours être en évolution, surtout dans des produits techniques. Pas mal. Mais comment ça s'est passé? Parce qu'en l'espace d'1 an, vous disiez qu'ils sont passés de 2 à 25 employés. De 2 à... Non, ils n'ont jamais démarré à 2. Hein. Ils ont démarré immédiatement une dizaine ou une douzaine, et ils sont passés très vite à 25. Quasiment, quand je suis arrivé, on est monté très vite à une vingtaine. Et c'est la levée de fonds qu'ils avaient fait avec les amis, la famille, qui a permis de... Oui, la levée de fonds, puis quand même, il y avait un peu de revenus. Hein. Il y avait quand même un peu de cash qui rentrait dans la société, même si on générait des pertes au départ. Et la mise au point du logiciel, c'était long, ça? En fait, dès le début, le produit existait. Enfin, ils ont commencé à travailler sur ce truc-là avant de lancer, c'est-à-dire en début 2000, ils ont commencé à travailler au plan technique sur le logiciel.
Quand ils ont été voir les hôtels, ils avaient déjà un produit. Ils avaient déjà un produit à montrer. Et après, c'est en permanence. Et donc, c'est l'informaticien qui a fait ça dans son garage. Exactement. Ouais. Mais c'était assez puissant comme produit. Hein. C'était un mec assez doué. Le problème, c'est que il était parano et qu'il est resté un peu trop. Bon, donc tout ça a fait que la société, finalement, entre le moment où je suis parti et le moment où elle a été revendue à Accor, elle n'a quasiment pas progressé. Et que du coup, quand on ne progresse pas, on régresse. Et qu'il ne faisait pas les profits attendus par les actionnaires financiers. Et qui se sont mis à la recherche d'un repreneur. Et là, le repreneur, c'est-à-dire Accor, ils mettent des moyens énormes. Donc, du coup, ils relancent. Comment on trouve un repreneur en mandatant une banque d'affaires ou enfin des intermédiaires qui d'abord vous aident à construire un dossier qui se tienne. Puis eux, ils sont bien placés, hein, Rothschild, etc. Et ensuite, ça marche par réseau, parce que tout le monde connaît tout le monde dans le tourisme. Donc, c'est un tout petit milieu, tout le monde se connaît, et il y a des restructurations, et donc ça peut intéresser des gens, soit pour compléter leur activité, soit pour la renforcer, soit voilà. Après, c'est une question de prix, hein, surtout. Il y a One Fan Stay, qui est un Airbnb de luxe anglais, vient de se faire acheter 170 millions par Accor. Oui, mais non, c'est pas le. Voilà, c'est le réseau. Mais Accor, ils étaient même au courant, probablement. Ils connaissent, tout le monde se connaît. Sébastien Bazin, allô, bonjour, ça va bien. Tout le monde se connaît, et oui. C'était encore le réseau quand vous avez repris la laiterie pour fabriquer des yaourts? Non, là, c'est le réseau pour la reprendre. Pour la reprendre. Non, c'est le tribunal de commerce. C'est un intermédiaire qui travaillait pour nous, pour chercher des entreprises qui pouvaient être susceptibles de nous intéresser. Donc, il nous a un jour dit, tiens, j'ai une entreprise intéressante, enfin, qui peut peut-être vous intéresser à Tours, parce que c'est en Touraine. On est allé voir et on l'a emporté à la barre du tribunal. Donc, c'était un intermédiaire. Je ne vous ai pas tout dit, hein, mais je suis plutôt là pour répondre à vos questions. Donc, dites-moi un peu ce qui vous intéresse. Moi, je n'ai pas encore compris votre valeur ajoutée. Ah, ben, ma valeur ajoutée, elle est... ma valeur ajoutée en tant que quoi, d'abord? Ce que vous voulez, mais je veux dire, dans les entreprises, vous êtes intervenu, bon, je comprends bien l'aspect financier, mais par les contrôles de gestion, ça a pris quelle forme? Non, mais là, par exemple, pour vous donner ce que j'ai fait essentiellement chez Fastbooking, ça vous paraît peut-être relativement désuet, mais c'est mettre de l'huile dans les rouages. C'est pas désuet, c'est pour ça que je vous pose la question. Quand vous avez deux fondateurs qui sont ni l'un ni l'autre manager, qui ont du mal à élaborer une stratégie précise, à la formaliser, qui ont du mal à manager les équipes, à les animer, à organiser, à structurer leur entreprise, le rôle que j'avais, moi, c'était celui-là. C'était de faire en sorte que l'entreprise fonctionne du mieux possible et puisse continuer à se développer en facilitant les choses, en organisant, en ordonnant et en permettant au développement de se faire. Donc, et dans toutes les entreprises où je suis passé, c'est la mission essentielle que j'avais, parce qu'en tant que contrôleur de gestion, contrôle de gestion, c'est pas de faire du chiffre, c'est d'éclairer ses dirigeants sur un certain nombre de choses, d'anticiper également l'évolution ou des marchés ou de l'entreprise, et de pouvoir aider à la prise de décision. Et donc, d'aider aussi et de faciliter le progrès, la mise en place d'axes de progrès ou de changement. Donc ça, c'était vrai dans le contrôle de gestion, mais c'est toujours vrai dans ce que je fais. En l'occurrence, par exemple, est-ce que vous aviez pressenti à quel point les plateformes de réservation allaient prendre la main sur le réseau? Oui, et plus c'était le cas. C'est quelque chose que vous aviez en tête quasiment au départ? Bien sûr, parce que c'est l'idée de base.
c'est de dire, nous... Des fois, on développe une idée, on ne sait pas où elle va. Hein. Ah non, non, mais là, l'idée, elle était développée pour ça. C'est, nous, on n'est pas en train de faire de la distribution en prenant 25% de marge, on va aider les hôteliers indépendants à développer leur business. Donc c'était justement plus... Et d'ailleurs c'est le résultat, c'est Accor. Encore une fois, c'est une réaction, c'est qu'est-ce qui est plus intéressant pour un hôtelier? C'est de piloter son développement lui-même ou c'est de faire appel à un distributeur qui lui pompe 25%? Nous, notre positionnement depuis le début, il est là, chez Fastbooking. On s'intéresse à vous, on va vous aider à développer, on va vous aider à mettre en avant votre site internet, on va faire en sorte qu'il fonctionne très bien, on va vous aider à mettre en place des services qui vous permettront de le faire. Et c'était le positionnement. Oui. Si le système de réservation intégré était aussi pertinent, pourquoi les plateformes autonomes ont pu se développer? Si elles ont pu se développer, c'est précisément parce qu'il y avait une carence Alors, je vais vous dire qu'il y a deux marchés. Dans l'hôtellerie, il y a deux marchés déjà. Il y a le marché des professionnels, il y a le marché, des particuliers. Et donc, chez Bookings, ils ont beaucoup développé à partir des particuliers aussi. Ils ont attaqué le marché. Dans les hôteliers, chez les hôteliers indépendants, de mémoire, je crois que 80% de leur business était basé sur du business professionnel. Et donc déjà, il y avait là un marché ou un secteur sur lequel on pouvait les aider à développer aussi leur plateforme vers les professionnels. Mais au-delà de ça, je ne vois pas forcément d'incompatibilité. Non, il n'y a pas d'incompatibilité, mais c'est marrant parce que Fastbooking, justement, l'offre de Fastbooking aujourd'hui, c'est quelque chose que les hôteliers recherchent. Parce que je pense que par fainéantisme, principalement, les hôteliers se sont dit tiens, c'est pas mal Booking, ça me ramène des clients supplémentaires. Ils ne se sont pas rendus compte. Et ils ne se sont pas rendus compte du monstre qu'ils ont créé. Et aujourd'hui, Booking fait ce qu'il veut. Si on augmente 40%, l'hôtel il n'a pas le choix. Sinon, on cut et ça peut représenter jusqu'à 50% des réservations des hôtels Booking. Jusqu'à 50%. Et aujourd'hui, justement, les hôteliers cherchent à sortir de Booking et on voit de plus en plus de startups et de services qui proposent justement de sortir de Booking et de regrouper ces indépendants et justement d'offrir, un peu comme Fastbooking faisait, des outils vraiment digital sur le site internet de l'hôtelier avec un système de réservation qu'ils n'ont pas forcément. Et Google, justement, essaie de contrecarrer Booking parce que Booking a fait aussi une guerre insupportable d'achat de mots-clés, ce qui fait que l'hôtelier, quand il essaie d'acheter le mot-clé de son propre hôtel, ça lui coûte une fortune parce que Booking est passé par là. Et Google, pour contrecarrer ça, a décidé de dire maintenant, c'est terminé, Booking, parce que quand vous tapez un nom d'hôtel, souvent Booking ressort. C'est ce que je disais tout à l'heure. Exactement. Et donc maintenant, Google dit, stop ça, je n'en peux plus. Donc maintenant qu'on va taper le nom de l'hôtel, ça va être l'hôtel qui va ressortir le premier. Etc., etc. Donc je pense que la réponse à ta question, Thierry, c'est fainéantisme des hôteliers et Fastbooking. En fait, aujourd'hui, c'est pas con de la part d'Accor de l'avoir acheté parce que c'est quelque chose qui marchait à l'époque et je pense quelque chose qui va encore plus marcher maintenant, que les hôteliers en ont marre de Booking et veulent sortir de ce site internet qui les bouffe. Cela dit, Booking, ils ont très vite généré beaucoup plus de volume, beaucoup plus de moyens, ils ont investi considérablement. Ça a été très difficile pour Fastbooking d'avoir cette progression parce que même si les moyens mis en œuvre me paraissent très importants, ils sont très très faibles en rapport d'une boîte comme Booking. Mais de ce que je vois aussi... C'est absolument incomparable, les moyens qui ont été mis en place. De ce que j'ai pu voir aussi, si on compare Booking et Fastbooking, déjà c'est pas le même positionnement. C'est pas du tout. Déjà. Pas du tout. Mais rien que si vous allez faire un tour sur le site Fastbooking, c'est que du haut de gamme que vous trouvez. Alors que Booking, ça va être du tout, et, enfin je vais pas dire du tout et n'importe quoi, mais en tout cas des types d'hôtels et d'hébergements bien différents. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que des groupes comme Barrière, je vais vous passer la parole, mais des groupes comme Barrière et SBN, qui depuis d'ailleurs ça n'a pas de rapport avec mon départ, mais qui depuis mon départ sont partis pour d'autres raisons, en prenant des systèmes concurrents, etc., sont revenus là. Et malgré le fait que c'est Accor d'ailleurs qui est repris. Une question par rapport à la stratégie commerciale que vous avez pu mener, je trouve des années, tout simplement l'évolution.
est-ce que c'est un schéma qui est 100% je veux dire, standard au niveau commerce? On a des hommes sur le terrain qui vont démarcher et on récupère en fin de compte des clients comme ça, donc on a le marchage, ou à l'inverse, vous avez une stratégie digitale pour l'acquisition de ces clients? Ben, en tout cas, je sais pas, je pense que, parce que j'ai suivi assez de près ce qui se passe même en ce moment, il n'y a rien de mieux que des équipes commerciales qui vont sur le terrain, en tout cas pour ça. Et évidemment qu'il y a du bouche à oreille, etc. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne voir l'hôtelier, qui lui explique vraiment les choses, le service, comment ça va se mettre en place, ce que ça va lui rapporter, etc. Il y a une relation. Tu dis qu'il y a de nouveau un rapport à l'humain qui revient en ce moment de façon générale. Non, mais chez Fastbooking, il y a eu des équipes de vente extrêmement puissantes. C'est comme ça qu'on a trouvé les hôtels et c'est comme ça qu'on les a recrutés. C'est en mettant des gens sur le terrain. Et dès lors qu'ils ont réduit la voilure, justement en pensant faire des économies et en faisant autrement, ça a chuté de façon importante. Pourquoi? Parce que les hôteliers, ils ont besoin d'un référent. Non, mais et puis ils ont besoin de contact. Ils ont besoin d'être suivis. Ils ont besoin. Alors, non seulement il y avait une équipe de vente pour faire la prospection et faire signer les contrats et faire adhérer, mais il y avait immédiatement derrière, un technicien, quelqu'un qui est ingénieur, enfin un commercial, mais plutôt installateur, enfin celui qui prend le relais au plan technique, qui va former et qui va s'assurer que le système est mis en place dans les délais correctement, en formant les gens, en étant leurs correspondants, etc. Donc il y a un relais immédiatement qui est pris au plan de la relation technico-commerciale. Mais pendant des années, ils ont réduit la voilure sur la force de vente, ils ont réduit le nombre d'hôtels, hein, c'est clair. Là, ils relancent de façon colossale le développement, notamment en Asie, parce que c'est un peu saturé en Europe. Mais ils ne le font pas sans rien, ils le font en déplaçant des gens dans les hôtels, en allant les voir, etc. Quelle est la stratégie commerciale sur le plan financier, j'ai envie de dire? C'est tout au pourcentage d'affaires. Alors ça a beaucoup évolué. Du forfait, des choses de ce type-là. Ça a pas mal évolué et c'était une source de tension aussi. Parce que quand vous démarrez, vous êtes sur un nouveau marché, vous faites les taux. Donc on avait des taux pour les particuliers, des taux pour les professionnels qui étaient fixes. Et puis on avait un pourcentage de commission sur les portails de distribution qu'on mettait en place. Progressivement, quand les gens prennent d'abord de l'importance, prennent du volume, ils sont amenés au bout de quelques années à renégocier les taux. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours resté un taux de commission, plus des services, parce qu'au fur et à mesure que vous mettez en place d'autres services complémentaires, là vous pouvez compléter ça par un certain nombre ou de forfaits ou de taux additionnels, mais de forfaits. Si vous faites du web marketing ou si vous faites du référencement pour vos hôteliers, vos clients, vous rajoutez des services ou de la comparaison de prix entre hôtels, etc. Là, vous ajoutez dans des forfaits, donc vous pouvez faire évoluer votre modèle. Et ce modèle-là a-t-il évolué sur plusieurs sources de revenus? Est-ce que ça a toujours été l'hôtelier qui apporte en fin de compte la manne financière? Ou est-ce que vous avez diversifié, trouvé des marges arrière, des partenaires potentiels? Vous avez pu revendre en fin de compte cette connaissance de vos clients, revendre, enfin c'est un exemple autre, mais est-ce que c'est l'hôtelier qui est votre client? Ou à l'inverse, c'est maintenant, ça a été l'hôtelier le client, mais par la suite vous avez développé d'autres sources en fin de compte de clientèle? On a développé surtout des partenariats ou des intermédiaires, mais globalement, c'est quand même l'hôtel qui payait. Alors, si on a essayé, exploré, et je pense que ça va se développer, de faire payer les entreprises. C'est-à-dire que quand on a essayé de développer le professionnel, bien évidemment, si vous proposez un service aux entreprises, et que vous leur proposez, c'était d'ailleurs un service qu'on offrait à nos clients hôteliers, c'est de leur dire on va vous amener des clients professionnels et du coup ces clients professionnels peuvent aussi avoir un intérêt à ça et donc on va récupérer une partie de la rémunération à travers ces clients-là. Donc vous avez raison, c'est tout à fait envisageable et faisable. Oui. Le secret c'était la force de vente. Quand on commence comme ça sur une activité nouvelle avec un produit nouveau, comment on fait pour recruter 20 commerciaux? On n'en a pas eu 20. On n'en a pas eu 20, mais
c'est une bonne question, mais ça rejoint le fait que le marché est petit et que notamment notre commercial associé, là, connaissant énormément de monde, a fait venir quand même quelques bons commerciaux de l'hôtellerie ou des gens qui avaient travaillé dans l'hôtellerie ou qui avaient des capacités, qui par exemple développaient des hôtels pour l'hôtelier, ou développaient la clientèle hôtelière pour leur établissement. Donc, puis après, on a fait des campagnes de recrutement, on a fait toutes sortes de choses. Donc, dans l'hôtellerie, il y a quand même pas mal de gens qui sont intéressés par ce type d'activité, qu'ils soient purement vente ou qu'ils soient aussi un peu technique, Internet, installateur, enfin technique, Internet. En gros, vous avez débauché des gens qui étaient déjà commerciaux dans l'hôtellerie. Sauf quand on a pris des débutants. Oui, oui, ça peut nous arriver. On a pris aussi quelques débutants, mais on a pris pas mal de gens, notamment un directeur commercial expérimenté dans l'hôtellerie. À titre d'exemple, ce qui est assez drôle, c'est que nous, pour le Capital, on investit pas mal dans le voyage et le tourisme. Donc on se retrouve confronté à pas mal de startups qui travaillent avec des hôteliers. Et on a engagé dans ces startups quelques personnes qui travaillaient par le passé avec Georges, et dont un type de fast booking, justement, qui est venu. Et donc c'est un petit monde, ils se connaissent tous. Et que je manageais en direct, d'ailleurs. Exactement. Non. Et donc c'est Georges qui a fait la due deal pour dire, OK, vous pouvez l'engager ou pas. Il est d'ailleurs maintenant, c'est drôle, il est revenu chez Accor, du coup. Ouais. Parce qu'il est chez... comment il s'appelle? Donc ça tourne. Le mec de chez... Ça tourne. Et puis ils couchent ensemble aussi. Non, mais Georges a répondu à ma question. C'était par rapport aux commerciaux. Ils étaient du monde de l'hôtellerie, donc ils connaissaient le terrain. Donc quand ils rencontraient les clients, forcément, ils savaient de quoi ils parlaient. Il faut qu'ils connaissent l'hôtellerie. Donc il faut que, si par exemple, moi-même mon terrain pour G6 c'est les médias, il faut que mes commerciaux viennent du monde médiatique. C'est mieux. Ouais. Sinon, il faut les former, mais c'est plus long. Et puis, ouais, c'est mieux d'avoir un carnet d'adresse. Non, mais c'est sûr. Hein. Ouais. Parce qu'en plus, les hôteliers, c'est quand même des gens, des hôteliers comme dans beaucoup de professions. Hein. Ils sont particuliers, ils ont leurs habitudes, ils ne parlent pas à tout le monde, ils ont un certain style, ils ont un type de comportement, ils ne sont pas faciles. Ils sont pas faciles. Ils sont débordés, ils peuvent pas recevoir. Non, c'est très compliqué un hôtelier. Hein. Donc il vaut mieux être de la partie un peu. Il faut comprendre le lexique de l'hôtelier aussi. Et c'est ça, j'ai eu un retour d'un hôtelier une fois comme ça. C'est dans toutes les professions. Dans toutes les professions. C'est sûr que c'est normal. Et dans le bâtiment, c'est la même chose. Si vous pointez, et dans le fromage, c'est à peu près la même chose aussi, hein, d'ailleurs. Une question pour compléter. Booking, vous pensez qu'ils connaissent l'ensemble ont cette relation-là, ou à l'inverse? Avec leurs hôtels? Ou est-ce que c'est plus dématérialisé et au contraire, on est plus sur un numéro? Je ne connais pas du tout ce secteur. J'en sais rien, mais j'ai une petite expérience par des relations qui montrent qu'ils ont développé un service client qui est énorme, extrêmement efficace et qui suivent leurs clients de très près. Donc je pense qu'ils font beaucoup d'efforts, probablement sur la gestion de leurs clients et sur la qualité. Chez Booking? Oui, chez Booking. Je pense qu'ils sont très très performants. Je pense qu'ils sont très au point. Hein. Je pense qu'ils ont beaucoup travaillé ça. Ils sont obligés. Ouais. Parce qu'en plus, on a vite fait de dire je vais réserver un hôtel Booking, c'était nul, le service n'était pas là, je me suis fait embêter. Non, je crois qu'ils sont très vigilants sur ça. Et que du coup, ils ont une relation. Alors, elle n'est pas forcément idéale parce qu'ils sont là pour prendre 15, 20, 30%. Mais ils ont une bonne relation. Et ils en donnent une partie à TripAdvisor? Non, parce que je crois que maintenant on peut réserver sur Trip. Ah, ils renvoient directement sur Booking alors. Non, parce qu'en fait, TripAdvisor à la base c'était juste des avis, et maintenant TripAdvisor c'est un concurrent. Est devenu un concurrent de Booking. Ah, donc on réserve directement sur Oui, vous pouvez réserver vos hôtels sur TripAdvisor maintenant. C'est depuis quelques années, mais cela dit, s'il y a du Booking chez TripAdvisor, j'ai l'impression qu'ils doivent reverser, c'est de l'apporteur d'affaires. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Booking doit reverser à TripAdvisor une partie de com. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Moi, j'ai une question. Quand vous étiez dans la crèmerie, vous avez pris votre valise et puis votre téléphone pour aller taper les sonnettes. Oui, et puis j'ai surtout pris mon camion pour aller faire le plein de lait le matin à 5h du mat à la ferme, et ça, c'est dur. Surtout quand vous n'êtes pas bricoleur, quand vous n'êtes pas manuel, parce qu'il fallait aller chercher le lait. Non, mais la partie commerciale, parce qu'il a fallu remonter la boîte. Oui, mais non seulement la boîte, je vous dis, il fallait chercher les commerciaux, mais il fallait faire tourner la boîte, il fallait que le lait soit là à la bonne heure pour faire tourner et produire les yaourts, et donc on s'occupait de tout. Mais vous avez raison, ce que j'ai fait, c'est que je suis reparti voir tous les clients anciens déjà. Et les clients, c'était quoi, de la petite crèmerie ou Oui, c'est essentiellement des crèmeries et des fromagers, des gens comme ça, mais à travers des grossistes des halles. Donc à Rungis, donc j'allais régulièrement à Rungis voir tous les gros de Rungis. Parce que c'est eux qui achètent pour les crémiers. Donc, et puis je suis allé un peu en Belgique, au Luxembourg, j'ai un peu développé. Les halles de Marseille et tout ça. Oui, alors ça demande un peu de logistique et on a fait ça dans un deuxième temps. On a aussi développé avec une autre gamme des produits pour les gourmets, Galeries Lafayette Gourmet, pour la grande épicerie, pour Bon Marché, pour des surfaces Inno aussi à un moment donné. Enfin, des gens un peu plus qualifiés avec une autre gamme pour ne pas casser notre gamme qui nous a un peu plus de volume. Aujourd'hui, c'est toujours votre ancien associé qui tient la laiterie? Oui, toujours. Seul? Et il travaille toujours aussi peu. J'ai jamais goûté. Et c'est exactement l'équipe qu'on a mise en place. J'y suis passé il n'y a pas longtemps. Ça n'a pas bougé d'un chouïa. Si, ils ont développé l'exploitation, enfin les équipements, etc. Mais, donc c'est un peu monté quand même. Mais c'est la même équipe, rien n'a bougé globalement. Lui, il est toujours aussi peu là. C'est le mec qu'on a recruté qui fait tout. Enfin, c'est génial. Et quand vous allez voir un agriculteur, s'il vend son lait à 25 €, si vous lui dites 27, il n'y a pas forcément. Non, parce qu'ils étaient prisonniers de quotas et de trucs qui font que, oui, ils étaient obligés de livrer leur lait, leur production essentiellement. Et c'est des contrats de combien? Et c'est des contrats ou annuels ou biannuels ou je sais pas quoi, mais bon, on arrivait, quand on était local, à trouver quand même ce qu'il nous fallait. Puis on a joué politiquement. Hein. C'est qu'on est allé à la région, on est allé voir, pour pouvoir défendre l'emploi et faire en sorte de ne pas fermer, il a fallu qu'on aille se battre pour avoir du lait, effectivement. Et vous avez eu une écoute des politiques là, sur le un peu quand même, parce que si c'est pour reprendre une boîte et puis la fermer et uniquement parce qu'on n'a pas de lait, alors qu'on est dans un pays où il y a plein de producteurs, il y a un problème quand même. Surtout que ce n'est pas des volumes, c'est marginal. Donc, La région, elle écoute. Là, si on prend le cas de la région de Lorraine et la métropole de Nancy, sur les startups et le numérique, etc., ils sont très actifs.